La Voie lactée est l'un des plus grands mystères de l'univers. Il est difficile de savoir quelle est la taille de notre galaxie, et l'une des principales raisons est que nous vivons dedans. Imagine que tu te promènes dans un centre commercial. Tu peux dire qu'il est grand, mais tu ne peux pas en être certain tant que tu ne l'as pas réellement vu d'un point de vue extérieur. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles lointaines qui, de loin, ressemblent à un chapelet de lumière. Il te suffit donc de mesurer la distance entre ces étoiles, et voilà, tu as la réponse. Pas vraiment. Nous avons peut-être oublié de mentionner les nuages de poussière opaque qui nous bloquent la vue. Certains scientifiques ont été assez têtus pour exécuter des modèles informatiques sur la façon dont les galaxies se forment et évoluent. Il y a un halo autour de notre galaxie. Les scientifiques ont donc voulu voir s'il y avait une sorte de cul-de-sac dans la Voie lactée. Ils ont découvert que la Voie lactée s'étendait sur 100 000 années-lumière à partir de son centre. Cela signifie probablement que la galaxie entière fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. Le problème avec cette estimation est que les halos n'ont pas tendance à avoir une frontière définitive, puisqu'ils s'effacent progressivement. C'est comme pointer une lampe de poche et essayer de voir précisément où la lumière se termine. En 2013, le télescope spatial Hubble a capturé une image de quelque chose situé à 25 millions d'années-lumière. Cela s'est avéré être une galaxie en spirale, appelée plus tard ESO 373-8, avec au moins 7 autres voisins galactiques. Et cette galaxie est aussi fine qu'une crêpe très brillante. Le télescope a également pris une photo d'un autre amas de galaxies situé à 65 millions d'années-lumière, baptisé IC 335. C'est une autre crêpe scintillante qui flotte dans l'immensité de l'espace. Les images prises par le télescope ne sont pas des plus précises. Il est difficile de dire ce que l'on voit exactement. Ces galaxies en forme de disque ont beaucoup de nuages de poussière qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Elles sont principalement situées près des centres des galaxies et sont invisibles à la lumière ordinaire. Mais on peut les détecter à l'aide d'un filtre bleu. Quoi qu'il en soit, cette galaxie, IC 335, est un disque ovale avec d'énormes nuages de gaz et de poussière. Cela signifie que des étoiles y apparaissent constamment. Mais toutes les galaxies ne créent pas d'étoiles. Une galaxie naît sous la forme d'une boule géante de gaz en rotation lente qui s'effondre progressivement sur elle-même. Lorsqu'elle commence à tourner de plus en plus vite, la forme de crêpe apparaît. C'est comme faire tourner la pâte à pizza en l'air après l'avoir roulée en boule. La garniture est constituée d'étoiles et la sauce de nuages de poussière et de gaz. Toi aussi, tu commences à avoir un peu faim ? Certaines galaxies peuvent perdre leur gaz et leur poussière si elles font partie d'un amas. Toutes ces mini-galaxies gravitent alors autour de leur centre de masse commun, le gaz les séparant. Lorsqu'une galaxie discale les traverse, comme un train à grande vitesse, la pression peut emporter cette poussière et ce gaz. De loin, on dirait qu'il s'agit d'un DVD que tu es sur le point de lire. Mais si tu voyageais à des millions d'années-lumière pour regarder de plus près, tu verrais un disque diffus rempli d'étoiles. Tu ne serais même pas capable de dire que tu es à l'intérieur. Tu verrais aussi une tache lumineuse de poussière laissée par les géantes rouges au milieu de la galaxie. Les géantes rouges sont des étoiles massives et très brillantes dont la température de surface est basse. Mais les images de ces galaxies ne nous montrent pas vraiment leur vraie couleur. Les systèmes d'imagerie maquillent certaines de ces teintes pour que tu n'aies pas à regarder quelque chose de flou ou de granuleux. Les gens ne connaissent pas vraiment les vraies couleurs des galaxies lointaines. Notre galaxie contient beaucoup de gaz, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se dessèche de sitôt. En fait, la Voie lactée produit toujours de nouvelles étoiles. Environ 7 par an. Mais certaines galaxies s'éteignent lorsqu'elles ne peuvent plus créer d'étoiles. On appelle cela la strangulation, et cela se produit lorsque les galaxies manquent de gaz, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouveaux matériaux pouvant être utilisés pour créer des étoiles. Le gaz et la poussière ne sont pas les seules choses que tu puisses trouver dans une galaxie. Tout comme un magicien qui sort d'un chapeau un lapin ou des fleurs, les galaxies nous réservent d'autres surprises. Tout comme les planètes, ces boules de matière qui tournent sur elles-mêmes et autour d'autres objets. Techniquement, les planètes sont loin d'être de forme parfaitement ronde, mais elles ne sont pas non plus plates comme les galaxies en spirale. C'est surtout à cause de la gravité. Elle est si forte qu'une planète attire tout vers son centre, prenant la forme d'une sphère. Au cours de ce processus, tous les bords et tout ce qui pourrait dépasser sont aplanis. Mais plus un corps spatial est petit, moins il est rond. Prends une comète, elle n'a pas toujours une surface lisse. Elle est petite et par conséquent, ses bords sont rugueux et pointus. Étant donné la taille de la Terre, on peut dire que la gravité y est forte par rapport à celle de la Lune ou de tout autre objet spatial de plus petite taille.
Et à cause de la rotation constante de notre planète, il y a un renflement vers l'extérieur de la Terre. Ce tiraillement entre la gravité qui tire vers l'intérieur et la rotation de la planète ne permet pas à la Terre d'être une boule parfaite. En plus de ne pas être une sphère parfaite, la planète Terre est également inclinée. Ce défaut de conception est responsable des saisons que nous connaissons. Cette inclinaison a pu apparaître parce que des millions d'années après sa formation, la Terre est probablement entrée en collision avec une protoplanète. Un grand corps spatial en phase de devenir lui-même une planète. Vénus est unique, car elle tourne à l'envers par rapport au reste de ses semblables. Si tu te tenais sur Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, tu verrais le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Mais il faudrait que tu arrives à l'heure pour observer ce phénomène. Une journée sur Vénus dure plus de 240 jours terrestres. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la forte attraction du Soleil sur Vénus était responsable de la longueur de ses journées. Mais une nouvelle théorie affirme que Vénus avait l'habitude de tourner comme la Terre et le reste des planètes. Sauf qu'à un moment donné, elle a simplement inversé son axe à 180 degrés. Cela ne veut pas dire que la planète s'est brusquement arrêtée à mi-chemin de sa rotation et a commencé à tourner à rebours. Une théorie suggère qu'une grande comète ou un autre objet a frappé la planète dans le passé. Cela aurait pu l'amener à changer le sens de sa rotation. Mais de nombreux scientifiques doutent de cette théorie. Si tu observes la Lune pendant un certain temps, tu remarqueras peut-être que tu vois la même face toutes les nuits. Il s'avère que la Lune tourne bel et bien, mais très lentement. Le satellite naturel de notre planète met 27 jours terrestres pour tourner autour de son axe. De plus, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Le côté que nous voyons toujours s'appelle la face visible de la Lune. Et le côté qui ne nous fait pas face est, tu l'as deviné, la face cachée de la Lune. L'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés par rapport au plan du système solaire, ce qui signifie en gros que la planète tourne sur le côté. Pendant un moment, les scientifiques ont cru qu'un gros objet filant dans l'espace avait heurté Uranus, provoquant son inclinaison. Mais il y a un hic. Les lunes d'Uranus sont recouvertes de glace. Une collision aussi puissante qu'elle a fait basculer la planète aurait eu pour conséquence de perturber le mouvement des lunes et leur position. Or, ces dernières semblent relativement épargnées. Et toute la glace qui les recouvre est encore intacte. Tout changement majeur survenu avec Uranus aurait généré suffisamment d'énergie pour faire fondre la glace. Une autre raison de la position étrange d'Uranus pourrait être ses anneaux. Oui, Uranus a des anneaux tout comme Saturne, sauf qu'ils sont plus légers et moins lumineux. Les anneaux de Saturne sont principalement des milliards de morceaux de glace et de roches flottant en orbite. Certaines particules peuvent être de la taille d'un caillou, tandis que d'autres peuvent atteindre la taille d'une maison. D'autres particules sont des restes de comètes, d'astéroïdes et de lunes déchiquetés par la gravité de Saturne. Si tu observes les anneaux de loin, ils ressemblent à des bandes colorées composées de milliers de stries différentes, mais il n'y a en fait que 8 couches d'anneaux. Uranus aurait pu avoir des anneaux tout aussi beaux que ceux de Saturne il y a environ 4,5 milliards d'années. L'équilibre entre la gravité de Saturne et ses anneaux pourrait être responsable du maintien de la planète en position verticale afin qu'elle ne bascule pas. Si Uranus avait les mêmes anneaux, il pourrait empêcher la planète de basculer. Pour résoudre le problème de basculement d'Uranus, il faudrait peut-être que la planète retrouve ses anneaux. Ils aideraient ainsi Uranus à garder son équilibre. Tu voles dans l'espace, esquivant les étoiles et les trous noirs. Ta vitesse est si grande que tu peux passer d'une galaxie à l'autre en quelques minutes seulement. Cela te semble impossible ? Eh bien, tout cela peut devenir une réalité, car la NASA a déjà testé la technologie qui pourrait nous permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Examinons la flotte spatiale dont nous disposons actuellement. Pour voler dans l'espace, nous utilisons des fusées classiques transportant des tonnes de carburant et d'oxygène. Ces deux substances sont mélangées et enflammées, et du feu jaillit des fusées. Les gaz d'échappement se déplacent vers le bas et les fusées se déplacent vers le haut, comme si elles s'appuyaient sur eux. C'est ainsi que fonctionne la propulsion par réaction. De cette façon, on peut faire voler une fusée à près de 8 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 8 minutes 30. Mais au vu des distances phénoménales dans l'espace, c'est en fait très lent. Un voyage vers une planète voisine, comme Mars, prend environ 7 mois. Et un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire prendrait environ 35 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la sonde spatiale Voyager, lancée en 1977, pour y arriver. Mais nous souhaitons voyager parmi les étoiles et les galaxies, et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de chez nous.
Il faudrait donc environ 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que la durée de l'existence d'une civilisation humaine intelligente jusqu'à présent. Et si tu voulais traverser toute la galaxie de la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de large, cela te prendrait environ 1,7 trillion d'années. En comparaison, l'univers entier est âgé de seulement 14 milliards d'années. Nous voyageons donc tout simplement trop lentement. Mais même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 4,2 années pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Et il te faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, pourtant voisine de la nôtre. Mais on ne peut pas accélérer ainsi si facilement, car les lois de la physique stipulent qu'un objet doté d'une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Un photon de lumière a un poids infiniment petit. Mais si tu veux accélérer ne serait-ce qu'un minuscule grain de sable à cette vitesse, tu auras besoin d'une infinie quantité d'énergie. Peut-être même plus que ce que possède l'univers entier. Toutefois, les scientifiques pourraient avoir trouvé un moyen de contourner les lois de la physique. Pour créer une forte poussée, il faut donc pousser sur quelque chose. Les bateaux ont besoin d'eau, les avions poussent sur l'air, les fusées utilisent le carburant qu'elles brûlent. Mais cette chose, le M-Drive, fonctionne de façon différente. Un puissant magnétron, comme celui de ton micro-ondes, envoie des ondes dans un cône qui agit comme un résonateur. Il fait en sorte que les ondes à l'intérieur rebondissent sur l'une des parois et frappent les autres. Par conséquent, nous avons une force faible à l'extrémité étroite du cône et une force puissante à l'extrémité large. Et si nous analysons cette force puissante, nous verrons qu'elle est dirigée vers l'extrémité large du cône. La poussée sera donc dans la direction opposée. Maintenant, rendons ce modèle beaucoup plus grand et mettons le M-Drive sur un vaisseau spatial. L'extrémité étroite du cône est tournée vers le haut, l'extrémité large est tournée vers le bas. Le magnétron commence à fonctionner, le résonateur crée une poussée et la fusée décolle. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucun gaz nocif. Ce mécanisme peut accélérer la fusée bien plus vite que nous le faisons avec des tonnes de carburant. En théorie, nous pourrions même atteindre la vitesse de la lumière. Ce serait génial, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bien que l'inventeur de cet appareil ait essayé de prouver que le M-Drive fonctionne, aucune expérience indépendante dans le monde n'a montré de résultats positifs. La NASA a parrainé la construction d'une telle machine dans un laboratoire, mais elle n'a pas réussi à créer de poussée pendant les recherches. Une autre option, qui nous permettrait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, est la bulle d'Alcubierre. Un scientifique mexicain a trouvé un moyen d'utiliser la théorie générale de la relativité sans enfreindre les lois de la physique. Imaginons que nous ayons un vaisseau spatial sur une couverture spatio-temporelle et qu'il doit faire un voyage à l'autre extrémité de la couverture. Au lieu de se déplacer simplement d'un point A à un point B situé à des centaines ou des milliers d'années-lumière, le vaisseau commence à tirer la couverture vers lui. Au fur et à mesure que le vaisseau plie cette couverture, le point B se rapproche de lui. Désormais, le vaisseau doit parcourir une distance beaucoup plus courte jusqu'au point B. Il fait un voyage rapide et étend ensuite la couverture spatio-temporelle pour qu'elle redevienne normale. Et voilà. Un tel vaisseau n'a donc pas besoin de moteurs puissants qui brûleront des tonnes de carburant et d'oxygène. Il se déplacerait dans une sorte de bulle. Mais le plus difficile est de créer une telle bulle. Pour y parvenir, nous aurions besoin d'une quantité d'énergie à peu près égale à la masse énergie de tout Jupiter. C'est plus que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et pourtant, les scientifiques prévoient de tester cette technologie sur une petite sonde spatiale de la taille de Voyager. Mais cette expérience pourrait durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, les scientifiques essaient d'atteindre au moins 20% de la vitesse de la lumière à l'aide d'un laser. Et ils prévoient de se rendre vers Proxima Centauri dans environ 30 ans. Cela devrait se passer comme ceci. Un vaisseau mère sera lancé depuis la Terre. Il embarquera des milliers de sondes spatiales de la taille d'un ongle. Après avoir atteint son orbite, le vaisseau mère lancera les sondes dans l'espace. Chaque sonde déploiera ensuite une voile, un morceau de matériau fin et réfléchissant de la taille d'un parking. Ensuite, les scientifiques concentreront un puissant faisceau laser depuis la Terre directement sur les voiles des sondes. Cela leur donnera une accélération 1000 fois plus forte que l'accélération de la chute libre sur Terre. Une par une, les sondes vont être propulsées et se diriger vers leur destination. Nous n'aurons même pas besoin de maintenir ce rayon laser en permanence. Si tu éteins les moteurs d'un navire ordinaire sur l'eau, il commencera à perdre de la vitesse à cause de la friction avec l'eau. Mais l'espace est un vide presque parfait. Il n'y a littéralement rien là-bas, donc aucune friction.
Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'accélérer les sondes jusqu'à la vitesse nécessaire. À 20% de la vitesse de la lumière, ces sondes pourraient atteindre le Soleil en seulement 40 minutes. Mais au lieu de cela, elles vont se diriger vers l'étoile Proxima Centauri. Après environ 30 ans de voyage, 4 autres années s'écouleront avant que nous recevions un signal des sondes. Il y a plusieurs exoplanètes dans ce système stellaire et certains scientifiques espèrent y trouver au moins des traces de vie. Cette technologie de voile peut d'ailleurs être utilisée dans l'espace, même sans un puissant laser. Nous pouvons utiliser le Soleil. Si nous créons une voile de la taille d'un terrain de football et que nous la déployons dans l'espace, elle commencera à capter les rayons du Soleil. Et comme la surface de la voile est réfléchissante, les rayons rebondiront sur la voile. Cela créera une poussée et propulsera le vaisseau spatial. L'un des inconvénients de cette technologie est que nous ne pouvons l'utiliser qu'à l'intérieur du système solaire. Dans l'espace interstellaire froid, la voile ne pourra pas capter les rayons du Soleil ou le vent solaire. Un autre candidat intéressant pour voyager plus vite que la lumière est le propulseur ionique. Comme une fusée classique, un vaisseau spatial équipé de propulseurs ioniques sera projeté par du gaz éjecté vers l'extérieur. Seulement dans ce cas, le gaz serait éjecté non pas par combustion du carburant, mais à l'aide d'un champ magnétique. Il faudrait créer un puissant champ électrique à l'intérieur du moteur. Les particules de gaz passant à travers ce champ électrique seraient accélérées et repoussées vers l'extérieur. Cela créerait une poussée, et même si l'accélération dans un tel moteur serait beaucoup plus faible que dans une fusée classique, le moteur ionique serait capable d'atteindre des vitesses plus élevées. La NASA prévoyait de construire un vaisseau spatial à moteur ionique pour voler vers Jupiter. Les moteurs ioniques consomment beaucoup d'énergie. Le vaisseau devrait donc être équipé d'un réacteur nucléaire et de nombreux panneaux solaires. 8 gros moteurs étaient censés accélérer le vaisseau spatial jusqu'à une vitesse d'environ 90 km par seconde. À cette vitesse, le voyage de New York à Londres prendrait 1 minute. Jusqu'à présent, cette technologie a été activement testée sur différentes sondes spatiales, mais elle n'a pas encore de solution pour savoir comment voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Toutefois, nous pourrons peut-être voyager entre les galaxies avec des fusées conventionnelles, mais il faudra utiliser des sortes de raccourcis appelés trous de verre. Revenons à notre couverture spatio-temporelle. Le point A se trouve à une extrémité et le point B à l'autre. Au lieu de voyager à travers toute la couverture pendant des millions d'années, il suffit de la plier. Le point B sera alors juste au-dessus du point A et l'on pourra s'y rendre rapidement grâce à un court tunnel qui les sépare. De tels tunnels s'appellent des trous de verre. Certains scientifiques pensent que les trous de verre peuvent se trouver à l'intérieur des trous noirs, mais il y a 2 problèmes ici. Le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière, donc un voyage là-bas prendrait des lustres. Le deuxième problème est la gravité du trou. Les trous noirs ont la plus forte attraction gravitationnelle de tous les objets de l'univers. Leur gravité peut écraser n'importe quel vaisseau spatial. C'est parce que la force gravitationnelle augmente à chaque centimètre que tu te rapproches du centre du trou noir. Et la force qui affecte le nez du vaisseau spatial sera beaucoup plus forte que celle qui affecte la queue. Le vaisseau spatial va s'étirer comme un spaghetti et se déchirer. Mais il existe une théorie affirmant qu'un vaisseau spatial ou même une personne peut survivre à sa chute dans un trou noir. Mais seulement si le trou noir est supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. Mais même s'ils sont plus lourds, ils sont aussi plus grands en taille. Cela signifie que la gravité n'augmente probablement pas aussi vite là-bas. Il se peut que toi ou ton vaisseau spatial ne se transforme pas en spaghetti et que tu puisses même voir ce qu'il y a au cœur du trou noir. On tente ? Des milliers de satellites volent autour de la Terre. Certains sont nécessaires pour assurer la communication et le GPS, d'autres surveillent la météo et les changements climatiques. En 2009, l'un de ces satellites tournait autour de notre planète et scrutait les ondes réfléchies par la surface terrestre. Le satellite cherchait des changements dans l'émission de dioxyde de carbone provenant de la planète. Mais il a trouvé autre chose, quelque chose qui a complètement changé le principe d'étude de l'écosystème de la Terre. La source de l'onde était totalement inconnue. Les scientifiques voulaient connaître la nature de ces ondes, ils ont donc réglé les instruments du satellite sur la fréquence souhaitée et ont observé la Terre. À ce moment-là, ils ont vu une lueur rouge inconnue entourer notre planète. À certains endroits, la lueur était faible, tandis qu'à d'autres, elle brillait plus fortement. Au début, tout le monde a supposé qu'il s'agissait de la lumière du Soleil, réfléchie par la Terre et produisant des particules rouges inconnues.
Cependant, l'analyse a montré que la source de la lueur se trouvait sur notre planète et qu'elle ne provenait pas de l'atmosphère du Soleil. La lueur pouvait être due à l'activité humaine, les lumières des villes, les gaz d'échappement ou autre chose. Mais là encore, les scientifiques ont fait fausse route. La lumière rouge la plus brillante était émise par des endroits sans présence humaine, où il n'y avait aucune trace de civilisation moderne. Il s'est avéré que ces endroits grouillaient de plantes. Les ondes les plus brillantes proviennent de la jungle amazonienne, des terres cultivées du Midwest américain, des forêts de conifères du Nord et d'autres zones très vertes. Pour comprendre la cause du rougeoiement planétaire, les scientifiques ont commencé à réétudier les plantes. Chaque arbre, feuille ou brin d'herbe absorbe le dioxyde de carbone et produit l'oxygène nécessaire à la vie. Les plantes y parviennent grâce à leur capacité à absorber la lumière du soleil. Ce processus bien connu s'appelle la photosynthèse. Or, une nouvelle étude a montré que chaque plante émet une lueur rouge pendant la photosynthèse. Cela se produit parce qu'elles n'absorbent pas toute la lumière solaire entrante. Elles en restituent une partie sous la forme d'une lueur rouge. Et cette partie ne représente qu'1% de toute la lumière solaire reçue. Cette petite quantité de lumière rouge est impossible à voir à l'œil nu, mais si l'on observe des millions de plantes de loin, on peut remarquer l'onde. Analysé à l'aide d'appareils spéciaux, ce nouveau processus de photosynthèse a été baptisé fluorescence de la chlorophylle. C'est une découverte extrêmement importante qui permet aux scientifiques de surveiller l'état de la nature. Auparavant, le changement de couleur des arbres nous aidait à comprendre que quelque chose n'allait pas dans les forêts. Par exemple, si un arbre devient jaune, c'est qu'il n'est probablement pas en bonne santé. Et nous pouvions observer l'état des plantes grâce aux satellites. Mais il existe de nombreuses exceptions à cette méthode. En automne, dans de nombreuses régions, presque tous les arbres deviennent jaunes et perdent leurs feuilles. Mais quoi qu'il en soit, ce système de surveillance n'est pas très efficace. Si nous voyons un arbre en mauvaise santé à cause de ses feuilles jaunes, il est déjà trop tard pour le soigner. En revanche, tout changement dans la lueur rouge permet de déterminer les problèmes de la végétation avant que la couleur des feuilles ne change. Et cela permet de réagir à temps. Avec l'aide des satellites, on peut désormais voir les zones à problème de la planète. De plus, la lueur aide à connaître la quantité de dioxyde de carbone et d'oxygène que les arbres absorbent et rejettent. On peut anticiper le problème d'une plante avant même qu'il n'apparaisse. La lueur provient aussi des algues et du phytoplancton. Plus de 50% de l'oxygène présent dans l'atmosphère provient des océans. En théorie, il est possible de scanner d'autres planètes à la recherche de la lueur rouge pour comprendre laquelle d'entre elles pourrait avoir une atmosphère habitable. En effet, notre planète n'est pas la seule à émettre cette lueur rouge. Dans les profondeurs de l'espace, à travers un télescope, on peut voir la nébuleuse de la Tête de Cheval, l'un des plus beaux endroits de l'univers. Elle est située dans la constellation d'Orion. Les astronomes l'ont surnommée ainsi en raison de sa ressemblance avec la tête d'un cheval rejetée en arrière. Cette nébuleuse a été découverte pour la première fois en 1888. Cette immense zone de l'espace est illuminée d'une riche couleur rouge. Ce magnifique éclat est possible car il y a de nombreuses étoiles bleues superpuissantes à l'intérieur de la nébuleuse. Leur énergie est absorbée par l'une des substances les plus communes de l'univers, l'hydrogène. Les atomes d'hydrogène reçoivent une charge si forte de la part de ces étoiles superpuissantes qu'ils émettent une lumière rouge lorsqu'ils entrent en collision avec des électrons. Imagine qu'une toile superpuissante brûle près de notre système solaire, ou que notre planète soit située dans la nébuleuse de la Tête de Cheval. Nous ne remarquerions peut-être pas la lueur rouge puisque nous vivrions à l'intérieur de cette lueur. Nous ne pouvons observer de belles nébuleuses multicolores que de loin, étant à des milliers d'années-lumière d'elles. Retournons sur notre planète. Il y a une autre lueur étonnante qui entoure la Terre. Elle semble pulser, scintiller de différentes couleurs et changer constamment de forme. Si tu regardes notre planète à l'aide d'un équipement spécial, tu verras qu'elle est située à l'intérieur de cette bulle pulsant de façon irrégulière. La couche de la bulle est assez épaisse. Elle recouvre la planète à une altitude de 80 à 640 km au-dessus de la surface. Même la Station spatiale internationale vole à l'intérieur de cette bulle. Presque tous les satellites qui entourent la Terre se trouvent également dans cette zone. On l'appelle l'ionosphère. Elle assure le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation. Elle permet aux signaux radio et au GPS d'arriver jusqu'à nos téléphones portables. L'ionosphère est une couche de particules chargées qui sépare les couches supérieures de l'atmosphère de l'espace pur. En termes simples, c'est une sorte de bord de notre planète, la frontière entre l'endroit où nous pouvons respirer et le vide complet. La lumière du Soleil enlève 1 ou 2 électrons aux gaz qui entourent la Terre, de sorte que ces gaz deviennent des particules chargées. Une énorme accumulation de ces particules flottantes crée l'ionosphère.
Elle change constamment de forme et de taille, car la planète tourne autour de son axe et la lumière du Soleil y parvient de façon irrégulière. Pendant la journée, l'ionosphère est toujours plus grande que pendant la nuit. À cause de cela, elle a l'air de pulser et de bouger dans différentes directions. Cette instabilité raccourcit la vie des satellites en orbite et les met souvent hors service. Mais elle contribue aussi à assurer la communication. Les signaux radio et GPS la traversent et se reflètent sur les particules chargées pour atteindre nos téléphones et nos appareils de navigation. La Terre ne se contente pas de briller, elle pulse aussi. Une pulsation inconnue provient de la surface ou des profondeurs de la planète. La pulsation se répète toutes les 26 secondes et ne s'arrête jamais. Dans une certaine mesure, elle est semblable à celle d'un cœur humain. La pulsation de la Terre provient du centre de la planète, l'équateur. Mais l'emplacement exact de la source est inconnu. Dans les années 60, cette pulsation appelée microséisme a été découverte par des sismologues américains. Plus de 50 ans ont passé, mais les scientifiques du monde entier ne connaissent toujours pas la nature de ce phénomène. Il semble que notre planète ait un cœur caché à l'intérieur de sa croûte. Selon les recherches, ce cœur pourrait se trouver dans la partie sud ou équatoriale de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée, au sein d'une région appelée la baie du Biafra. Chaque hiver, la pulsation augmente, mais ensuite, sa force faiblit à nouveau. Les scientifiques ont commencé à explorer cet endroit et ont avancé une théorie selon laquelle l'océan crée la pulsation. Les vagues traversent la surface et frappent le plateau continental de la planète. Cet impact déforme le fond de l'océan. Un impact sur n'importe quelle surface plane fonctionne sur le même principe. Frappe n'importe quelle plaque avec un marteau et tu sentiras une vibration à travers l'objet. Les mêmes battements sont créés par les vagues qui frappent le littoral. Mais il y a des vagues partout dans le monde, pas seulement à l'équateur. Alors pourquoi le microséisme se produit-il à l'équateur? Parce que c'est à cet endroit que le Soleil chauffe le plus notre planète. L'énergie solaire stimule les tempêtes et les vents et accélère les courants océaniques. De plus, en 1980, les géologues ont découvert que le microséisme pulsait puissamment pendant les tempêtes lorsque les vagues frappent plus fort le rivage. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. Certains chercheurs pensent que la planète pulse à cause de l'activité sismique et volcanique. Or, un volcan se trouve justement sur l'une des îles de la baie du Biafra. Le lieu d'origine des pulsations est proche de ce volcan. Mais d'autres observations ont montré que le microséisme pouvait être trouvé dans tous les endroits du golfe de Guinée. Les scientifiques ne sont toujours pas capables de prouver l'une ou l'autre de ces hypothèses.